Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, l'équipage de l'USS Indianapolis a dû faire un choix déchirant, brûler sur leur navire en train de couler ou affronter les eaux infestées de requins du Pacifique. Avec les flammes qui font rage, le temps presse. Leur décision est une question de vie ou de mort. Voici l'histoire de l'USS Indianapolis et de la chronologie extraordinaire des événements qui se sont déroulés dans ces eaux traîtresses. L'USS Indianapolis avait été le navire amiral pendant le mandat du président Franklin D. Roosevelt. Mais en juillet 1945, le croiseur lourd de 610 pieds allait jouer un rôle déterminant dans la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au grand péril des centaines de marins qui y étaient stationnés. Le 15 juillet, l'Indy reçut l'ordre de récupérer une cargaison classifiée à San Francisco. Ce que personne ne savait, c'est que le premier essai nucléaire réussi avait eu lieu quelques heures plus tôt, inaugurant ainsi l'ère atomique. Au beau milieu de la nuit, l'Indianapolis jeta l'ancre au chantier naval de Hunters Point, où 2 officiers montèrent à bord du navire, transportant 2 conteneurs d'environ 1 mètre sur 1,20 m de haut qu'ils soudèrent au pont. La cargaison était entourée de mystères, à tel point que même le personnel chargé de la surveiller en permanence n'en savait rien. Avant de quitter le port, le capitaine du navire, Charles McVeigh, informa l'équipage qu'ils étaient en mission top secrète et qu'ils ne pouvaient pas en révéler la nature. Il leur dit cependant que, s'il y avait des ordres d'abandonner le navire pendant le voyage, la cargaison devait être placée sur un canot de sauvetage avant toute autre personne. Après avoir fait le plein à Pearl Harbor, l'équipage fit route directe vers Tinian à la vitesse maximale du croiseur, soit environ 25 nœuds. L'équipe était déjà en état d'alerte maximale, et on leur avait dit que chaque jour gagné sur leur voyage serait un jour de plus rapprochant la fin de la guerre. Le voyage de 5000 miles de San Francisco à l'île de Tinian dans le Pacifique, l'un des aérodromes les plus fréquentés pendant la guerre, n'a pris que 10 jours. Depuis cette position stratégique, les bombardiers étaient alors facilement envoyés pour frapper le Japon. Il serait révélé par la suite que la cargaison clandestine contenait des pièces pour Little Boy, la bombe atomique qui allait raser la ville japonaise d'Hiroshima. Quelques jours plus tard, le 6 août après une escale à Guam, l'Indy devait mettre le cap sur le golfe de Leyte pour 2 semaines d'entraînement, avant de rejoindre la force opérationnelle navale à Okinawa pour l'invasion prévue de Honshu en novembre 1945. L'Indianapolis ne disposait pas de sonar pour détecter les sous-marins, ce qui a poussé le capitaine à demander un navire d'escorte, mais sa demande a été refusée, laissant le navire et son équipage exposés aux dangers qui rôdaient. La décision n'était pas considérée comme inhabituelle, car le navire était un croiseur rapide qui avait déjà voyagé sans escorte auparavant. De plus, on pensait que la zone présentait un danger minimal, et les navires d'escorte étaient rares à cette époque. En raison des violentes attaques kamikazes et des préparatifs pour l'invasion du Japon, c'était une décision qui coûterait finalement la vie à des centaines de personnes. Peu après minuit, le 30 juillet, la catastrophe s'est produite lorsqu'un sous-marin japonais, I-58, a repéré l'Indy. Le croiseur se dirigeait vers le sous-marin, ce qui a amené le commandant Moshatsura Hashimoto à croire qu'il s'agissait en fait d'un destroyer ou d'un cuirassé. Il a attendu que le navire soit à environ 1500 yards, puis a tiré une salve de 6 torpilles en direction du navire. Chaque torpille transportait une charge explosive de 1210 livres. La première torpille a provoqué une explosion massive, projetant la proue du navire hors de l'eau et enflammant le réservoir de carburant, ce qui a entraîné un immense brasier. Alors que les incendies faisaient orage, le navire, trop chargé, a commencé à gîter. Quelques secondes plus tard, une autre torpille a suivi, frappant les quartiers de l'équipage et enflammant les soutes à poudre, provoquant une série d'explosions qui ont déchiré le navire et détruit les communications du bâtiment. Plusieurs explosions secondaires ont suivi, si retentissantes que l'équipage du sous-marin a cru un instant être attaqué à la grenade sous-marine. L'explosion a coûté la vie à un quart de l'équipage lorsqu'elle a frappé les quartiers de repos. Plus de 300 hommes sont morts, alors que le navire en feu prenait l'eau. En seulement 12 minutes, le navire, long comme 2 terrains de football, a disparu sous l'eau. Environ 900 hommes de l'équipage initial de 1195 personnes se sont retrouvés à lutter, échoués et impuissants dans les eaux sombres. Mais survivre à l'attaque du sous-marin n'était que le début de leur calvaire. Alors que le croiseur coulait, les hommes se sont retrouvés entourés d'une épaisse nappe de mazout, qui leur brûlait les yeux et leur irritait la gorge.
La mer était impitoyable, avec des vagues de 3,5 mètres qui rendaient impossible de s'éloigner de la nappe de mazout. Des hauts-le-cœur violents et le goût nauséabond du mazout envahissaient leur bouche alors que la réalité de leur situation s'imposait à eux. Au lever du jour, les survivants se retrouvèrent à la dérive dans l'eau. La moitié avait des gilets de sauvetage et seuls 12 canots et quelques filets flottants furent déployés à temps. L'aube apporta un peu d'espoir, mais le bilan de la première nuit était évident. Ils accueillirent les rayons du soleil après le froid glacial des heures précédentes, mais bientôt, alors que les températures en mer dépassaient tant largement les 43 degrés Celsius, la déshydratation et la fatigue s'installèrent. La réflexion du soleil sur le mazout intensifiait leur souffrance, provoquant une photophobie et une chaleur insupportables. Au fil de la journée, une nouvelle menace apparut. Des requins rôdaient dans les eaux et attaquaient quiconque s'éloignait. Les survivants racontent que la première nuit, les requins visaient surtout les cadavres flottants. Mais bientôt ils furent attirés par le sang et les mouvements des vivants. Les hommes restaient confiants d'être sauvés avant la fin de la journée. Ils pensaient que, même si leur signal avait échoué, le navire devait arriver à Leyte avant 11 heures. S'il n'arrivait pas à l'heure, une équipe de recherche serait sûrement envoyée pour les retrouver. La triste réalité était que personne ne recherchait l'équipage, car la marine n'avait pas réalisé que l'Indy était en fait portée disparue. Le navire ne fonctionnait pas selon un horaire fixe, et ses déplacements étaient classifiés à l'époque. Le fait que le navire ne soit pas arrivé à destination n'a pas non plus été signalé aux autorités compétentes, ce qui a créé une confusion quant à savoir si le bâtiment avait été retardé ou simplement dérouté. Les survivants affirment avoir vu au moins 8 avions américains passer directement au-dessus d'eux, pendant leur épreuve. Mais les pilotes volaient à l'aveugle, ce qui signifie qu'ils se fiaient à leurs instruments plutôt qu'à leur vue et n'ont pas remarqué les hommes affolés dans l'eau. En bas, des rapports indiquent que le renseignement de la marine avait intercepté un message du sous-marin japonais décrivant le naufrage d'un cuirassé américain sur le même itinéraire. Malheureusement, le message a été ignoré car on pensait qu'il s'agissait d'un piège pour attirer les navires de secours dans une zone de combat. Le mardi 31 juillet, l'espoir des hommes commença à s'estomper alors qu'ils luttaient un an pour survivre à l'exposition, à la soif et, pire que tout, aux requins. Le bruit de l'explosion et du navire en train de couler avait attiré les prédateurs, et les requins longimanes, en particulier, se sont révélés être des attaquants féroces. Les hommes ont essayé de se protéger, évitant toute personne ayant une blessure ouverte et allant jusqu'à sacrifier les morts pour détourner les prédateurs des vivants. Les requins attaquaient en chaque matin, rôdaient autour des blessés et des mourants toute la journée, puis s'en prenaient de nouveau aux vivants la nuit. Les premiers jours, ces gars-là ne survivaient jamais très longtemps. Les requins étaient à présent en permanence jour et nuit. Ouais, ils n'étaient jamais partis, mais ils n'attaquaient pas tout le temps. Tu pouvais regarder en bas et les voir grouiller. Au milieu du chaos et de la dévastation, les défis mortels s'accumulaient, non. Certains étaient engloutis par l'épaisse huile noire crachée par les moteurs du navire, tandis que d'autres succombaient au soleil brûlant et buvaient dans ceux de l'eau de mer contaminée par le sel, ce qui entraînait une déshydratation et une hypernatrémie. Des hallucinations massives et le délire tourmentaient constamment les hommes et entraînèrent encore plus de morts. Quelques rares chanceux avaient réussi à récupérer un peu de nourriture dans les débris, comme des biscuits et du jambon en conserve. Mais l'odeur de la viande attirait encore plus de requins, les obligeant à abandonner la nourriture qu'ils avaient durement obtenue. Les cris de torture devinrent plus fréquents à mesure que les requins devenaient plus agressifs. On estime qu'ils ont tué environ 150 hommes. Après 3 jours à dériver en mer, le groupe de survivants avait diminué, et certains avaient perdu tout espoir d'être secourus un jour. Le sentiment écrasant de désespoir et de fatigue poussa finalement certains hommes à mettre fin à leur jour, mais un coup de chance pure allait finalement mener à un sauvetage. Le matin, les marins et fusiliers marins survivants furent repérés par un pilote de bombardier américain ayant remarqué une nappe de pétrole en ajustant une antenne. Le pilote, soupçonnant un sous-marin ennemi, fit rapidement tourner l'avion et se prépara à l'action. En descendant, il aperçut les hommes qui faisaient signe et éclaboussaient trop dans l'eau. Les survivants s'accrochaient à la moindre force qui leur restait, sachant que leur calvaire en mer touchait à sa fin. Mais il faudrait encore 24 heures pour que les navires de la marine arrivent et récupèrent les survivants. Tragiquement, beaucoup ne survécurent pas à ces dernières heures. Après avoir enduré 110 heures à lutter pour leur survie, les derniers survivants furent enfin secourus.
Des projecteurs percèrent l'obscurité tandis que les navires fouillaient la zone, récupérant les membres d'équipage aveugles, blessés et gravement déshydratés. Le navire de sauvetage est littéralement devenu un phare d'espoir, offrant le salut aux 316 survivants qui s'étaient accrochés à la vie contre toute attente. Seulement 2 jours après l'opération de sauvetage, le monde a changé à jamais lorsque Little Boy a été largué sur Hiroshima. Le message poignant, celle-ci est pour les garçons de l'Indianapolis, était inscrit sur le côté. Un rappel glaçant de la tragédie et du sacrifice des équipages de l'Indie. Mais pour l'un d'entre eux, le capitaine du navire Charles McVeigh, une autre bataille pour la survie l'attendait. Il est le seul capitaine de la marine américaine à avoir été traduit en cour martiale pour la perte de son navire au combat. La marine avait initialement inculpé McVeigh de 2 chefs d'accusation. Négligence pour ne pas avoir zigzagué afin d'éviter les sous-marins ennemis la nuit et pour avoir prétendument retardé l'ordre d'abandonner le navire après que la torpille ait les frappé. Dans un geste dramatique et controversé, l'accusation a convoqué le commandant Hashimoto pour renforcer son dossier. Que l'Indy n'effectuait pas de manœuvre en zigzag, mais cette initiative ne s'est pas retournée en leur faveur. À leur grande consternation, le témoignage de Hashimoto a indiqué que l'Indianapolis aurait coulé, qu'elle ait zigzagué ou non. McVeigh n'a finalement été accusé que de négligence dans la perte du navire. Malgré sa réintégration et sa retraite comme contre-amiral, la culpabilité liée à la perte du navire le hantait toujours. En 1968, McVeigh s'est donné la mort, utilisant son revolver de la marine sur sa pelouse, tenant un jouet de marin. Après des décennies de campagne menées par les membres d'équipage survivants, McVeigh a finalement été disculpé en 2000 plus de 50 ans après le naufrage. L'épave de l'Indy n'a été découverte qu'en août 2017 à plus de 18 000 pieds sous la surface de l'océan, ce qui en fait l'une des épaves les plus profondes jamais localisées avec succès. La découverte de l'épave a permis de clore l'une des plus grandes pertes humaines en mer de la marine américaine. Cependant, puisqu'elle est désignée comme une tombe de guerre, l'USS Indy restera là où elle se trouve, intacte au fond de l'océan. Regardez cet épisode ensuite. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci d'ajouter un j'aime et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.